Et si dire non valait plus que tout l'or du monde? Imaginez la scène. Dans une salle comble, sous le regard impassible des médias internationaux, un des pays les plus pauvres de la planète, le Burkina Faso, accablé par la faim, la dette et des décennies de promesses non tenues, refuse 600 millions de dollars d'aide. Pas un seul centime accepté, alors que toute la communauté internationale, des ONG aux institutions financières, réclame ce soutien, presque avec insistance. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse un peuple à tourner le dos à une manne qui pourrait, du moins en apparence, changer son destin? Ce n'est pas une décision prise à la légère. Sous les projecteurs, Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, se lève. Il ne tremble pas. Il rejette sans ciller le chèque de la Jamaïque, une somme qui aurait pu permettre la construction de nouveaux hôpitaux, la réfection de routes ou l'approvisionnement en eau potable de centaines de villages. Le monde retient son souffle. Est-ce de l'orgueil ou le signe d'un bouleversement profond des règles internationales? De nombreux observateurs comparent cette scène à celle du Ghana en 1957, quand Kwame Nkrumah proclama l'indépendance devant une foule en délire, refusant la tutelle coloniale malgré la précarité du pays. Ce refus n'est pas un simple geste de défi, une bravade passagère. Il devient un acte fondateur, un serment solennel. La dignité et la souveraineté d'un peuple ne s'achètent pas. La dette n'a pas de banque, la mémoire n'a pas de reçu. Pour comprendre la portée de ce geste, imaginez un peuple qui, génération après génération, a vu ses ressources pillées, ses terres exploitées, et à qui l'on propose aujourd'hui une compensation en échange du silence sur les blessures du passé. Peut-on vraiment acheter le pardon pour des siècles d'exploitation? Un virement bancaire, aussi massif soit-il, suffit-il à effacer les traumatismes transmis de père en fils, de mère en fille? Regardez l'exemple de l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, qui a versé des réparations à Israël. De nombreux survivants ont reconnu la valeur matérielle de ces gestes, mais ont répété que la douleur, elle, ne se monnaie pas. À travers ce refus, c'est la valeur même des excuses qui vacille, car il pose une question dérangeante. Si l'on met un prix sur l'histoire, ne la réduit-on pas à une marchandise négociable et périssable? Le pari est immense. Dire non à une telle somme, c'est renoncer à une bouée de sauvetage pour un pays où un enfant sur 3 souffre de malnutrition chronique. Mais accepter, c'est risquer de troquer la liberté contre une dépendance renouvelée, de céder à la tentation du gain immédiat au détriment de la souveraineté longuement acquise. Et si la vraie richesse, aujourd'hui, c'était la force de dire non? Si ce geste marquait l'aube d'une dignité nouvelle, non négociable, non conditionnelle? Plus que jamais, la résistance de Traoré rappelle le réveil de l'Inde sous Gandhi, qui refusait de collaborer avec l'administration coloniale britannique, préférant l'autarcie et la pauvreté à l'humiliation de la dépendance. Pour saisir la portée de cette décision, il faut remonter à ses origines et explorer le contexte explosif qui a bouleversé l'équilibre international. Le Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, est un pays marqué par une succession de régimes militaires, de coups d'État et de révoltes populaires, comme l'insurrection de 1987 qui porta Thomas Sankara au pouvoir. Sankara, surnommé le Tché africain, refusa déjà, en son temps, de payer la dette coloniale, la qualifiant de dette de sang et de arnaque historique. Retour sur les événements qui ont mené à ce choix sidérant. Qui est vraiment Ibrahim Traoré? Et pourquoi ce geste secoue-t-il la planète? Traoré, jeune capitaine de 34 ans, a grandi dans un Burkina Faso frappé par la pauvreté et la violence djihadiste. Il a vu, comme tant d'autres, les promesses d'aide se transformer en chaînes invisibles. Son geste s'inscrit dans une tradition de leaders africains qui, à l'image de Patrice Lumumba au Congo ou de Modibo Keïta au Mali, ont tenté d'arracher leur pays à la tutelle étrangère, parfois au prix de leur vie. Depuis des années, chaque billet d'aide dessine une frontière invisible. Ce fil ténu lie donateurs et bénéficiaires, tissant une toile où l'aide, censée libérer, finit parfois par enserrer. La dépendance s'insinue, discrète, mais persistante. Prenons l'exemple du Mozambique, qui, après avoir accepté des prêts massifs dans les années 2000, s'est retrouvé pieds et poings lié aux exigences de la Banque mondiale,
incapable de financer ses propres priorités nationales sans validation extérieure. La question des réparations coloniales revient sans cesse lors des grandes rencontres internationales. À Durban, en 2001, lors de la Conférence mondiale contre le racisme, des chefs d'État africains et caribéens ont réclamé justice. Promesses, signatures, discours. Mais la guérison, elle, tarde. Les formules d'excuses et de compensation tournent en boucle, tandis que les plaies, elles, ne se referment pas. De fait, moins de la moitié des sommes annoncées pour les réparations atteignent vraiment les populations concernées. Le reste se dissipe dans les labyrinthes administratifs, les frais de gestion, ou s'évapore dans des projets conçus et dirigés depuis l'étranger. Trop souvent, l'aide internationale prend la forme d'un prêt déguisé ou d'une opération de communication. Sous le masque de la solidarité, des ONG étrangères copilotent les initiatives, imposant des priorités qui ne sont pas toujours celles des peuples qu'elles prétendent soutenir. Par exemple, au Niger, des programmes agricoles financés par l'Europe ont favorisé la culture du coton destiné à l'exportation, alors que les besoins locaux en céréales restaient insatisfaits. Avec le temps, le sens du don s'est brouillé. Jadis, symbole d'entraide et de respect, il s'est mué en instrument de contrôle. Aujourd'hui, l'aide peut ressembler à une tutelle, chaque versement s'accompagnant de nouvelles règles, de regards pesants. Mais un tournant s'esquisse. Certains pays, comme le Burkina Faso, affirment désormais leur volonté d'émancipation. La montée de l'autonomie budgétaire y traduit un choix politique fort. Sortir de l'ombre de la dépendance, retrouver la liberté de décider de ses partenaires et de ses routes. Le Rwanda, par exemple, a su reconstruire son économie après le génocide, en misant sur l'agriculture locale, l'innovation et une réduction progressive de l'aide étrangère. Le Botswana, dès les années 70, a montré qu'il était possible de négocier avec les compagnies minières internationales pour imposer des conditions favorables au développement national. Accepter l'aide sans vigilance comporte un risque immense. Derrière la générosité affichée, la subordination guette. Chaque don peut ouvrir la voie à de nouvelles conditions, à de nouveaux rapports de force, à des chaînes invisibles. L'Éthiopie, dans les années 2000, a vu son secteur de la santé restructuré selon les normes des bailleurs, au détriment parfois des priorités locales. Le cas du Burkina Faso n'est donc pas isolé, mais s'inscrit dans une longue liste de pays qui peinent à sortir du piège de la dépendance. Dans ce contexte, le geste d'Ibrahim Traoré prend une dimension inédite. Refuser l'argent, c'est refuser l'aliénation. C'est rappeler que certaines blessures ne se réparent pas à coups de chèque, et que la dignité d'un peuple ne se marchandera jamais. Ce refus résonne comme un signal. L'heure n'est plus aux demi-mesures, mais à la redéfinition du sens même de la réparation. Il invite à repenser la solidarité, non comme un marché à double entrée, mais comme un lien d'égalité et de respect. Refuser 600 millions, est-ce un acte de courage, d'orgueil ou de lucidité? La question divise, choque, intrigue. Car derrière ce montant vertigineux se cache un choix qui dépasse la simple économie. Deux visions s'affrontent. Certains dénoncent une erreur historique, une occasion gâchée de construire des écoles, des hôpitaux, de soulager une souffrance tangible. D'autres saluent un geste fondateur, un acte de souveraineté qui bouleverse la relation entre l'Afrique et le reste du monde. On pense à la nationalisation du canal de Suez par Nasser, en 1956, geste qui a choqué la planète, mais a permis à l'Égypte de recouvrer son autonomie. Les économistes eux-mêmes se déchirent. Pour les uns, 600 millions représentent des milliers de salles de classe, des bourses d'études, des centres de santé dans des régions oubliées. Pour d'autres, chaque don accepté, aussi sincère soit-il, réinstalle une hiérarchie silencieuse. Celui qui reçoit doit remercier, et ce remerciement devient le ferment d'une nouvelle dépendance. Le merci pèse comme une dette morale invisible, transmise de génération en génération. La Corée du Sud, dans les années 60, a accepté l'aide américaine tout en refusant les diktats politiques, construisant ainsi une économie forte et indépendante. En disant non, Ibrahim Traoré ne rejette pas l'aide. Il défie la logique des excuses tarifées. Il affirme que certaines blessures ne peuvent ni s'acheter ni se solder. Ce refus fait vaciller la narration mondiale.
Le pouvoir change de camp. Désormais, il appartient à celui qui ose dire non, qui ose défier l'ordre établi, quitte à s'exposer à l'isolement ou aux critiques internationales. C'est un peu comme le refus de Nelson Mandela d'être libéré de prison en échange d'une renonciation à la lutte contre l'apartheid. Il a préféré rester captif plutôt que de trahir un principe. La secousse est immédiate. À Accra, Bamako, Kingston, les débats s'enflamment. Pour certains, c'est l'aube d'une ère nouvelle. Pour d'autres, une faute grave dans un pays qui manque de tout. À Kingston, la jeunesse doute de la sincérité de ses propres dirigeants. L'onde de choc traverse l'Atlantique. Et si refuser devenait l'arme des peuples longtemps dominés? En Amérique latine, le refus argentin de rembourser une partie de sa dette en 2001 a ouvert la voie à une renégociation mondiale de l'endettement des pays du Sud. Les critiques éclatent, la polarisation s'installe. Sur les réseaux sociaux, certains voient en Traoré un héros debout, d'autres un irresponsable. Les chancelleries occidentales s'inquiètent. Ce refus va-t-il ébranler l'ordre international fondé sur l'aide et les excuses? Au siège de l'Union africaine, des voix se lèvent. Se pourrait-il que ce geste inaugure une doctrine panafricaine du refus? Pour la première fois, des dirigeants envisagent la possibilité d'un front uni, où l'Afrique refuserait collectivement les excuses financières pour exiger des changements structurels. Au-delà du tumulte, une vérité s'impose. Les excuses monnayées, aussi généreuses soient-elles, ne comblent jamais la fracture. Elles deviennent parfois le symptôme d'une inégalité persistante. Tant que l'on paye pour réparer, on reconnaît que l'ordre ancien n'est pas aboli. L'Afrique du Sud, malgré les indemnisations versées après l'apartheid, reste l'un des pays les plus inégalitaires du monde, preuve que l'argent ne suffit pas à réparer l'histoire. Ce choix n'est pas sans risque. Refuser, c'est peut-être renoncer à des ressources vitales, s'exposer à l'isolement diplomatique, affronter la colère de certains concitoyens. Mais c'est aussi ouvrir la voie d'une dignité retrouvée, où la souveraineté ne se négocie plus, où l'audace devient horizon commun. C'est un signal fort envoyé à la jeunesse. Il est possible de choisir ses combats, même sous la pression du besoin. Dans ce fracas, la décision de Traoré force chacun à se repositionner. L'Afrique et la Caraïbe sont appelées à réinventer leur place, à imaginer d'autres scénarios, où le refus construit l'égalité plutôt que la pénurie. On peut imaginer une alliance des pays du Sahel, s'appuyant sur leurs ressources naturelles, pour négocier d'égal à égal avec les grandes puissances. Mais ce refus n'est pas qu'un symbole. Il oblige à repenser la notion même de réparation. Jusqu'où l'Afrique et la Caraïbe peuvent-elles aller pour bâtir un rapport de force plus juste? Peut-on inventer des formes de coopération où la dignité ne s'échange pas contre la survie? Un simple nom peut-il bouleverser l'ordre établi de la coopération internationale? La question agite désormais chancelleries et universités de tout le Sud global. L'écho du refus burkinabé ne s'estompe pas. Il s'impose comme un point de rupture dans l'histoire des relations entre pays aidés et donateurs. En Asie, des intellectuels indiens rappellent que la meilleure réparation est celle qui permet l'autonomie, non l'assistance perpétuelle. De Ouagadougou à Kingston, de Dakar à Rio, un débat profond s'installe. Une diplomatie sans dépendance est-elle enfin possible? Le geste d'Ibrahim Traoré, loin d'être un cas isolé, invite d'autres leaders africains à examiner leurs propres entraves, à remettre en cause la logique de l'aide sous condition et à imaginer d'autres voies. Au sein de la diaspora et des cercles intellectuels, ce refus devient marqueur identitaire. Étudiants, chercheurs et militants s'en emparent comme symbole d'une dignité nationale retrouvée. Il ne s'agit plus uniquement de rejeter de l'argent, mais de s'émanciper mentalement et de reprendre la main sur le récit collectif. Des cinéastes burkinabés commencent à produire des films sur l'histoire du refus, illustrant cette fierté retrouvée. Comment cependant transformer ce non en projet commun? Des pistes émergent. Plutôt que d'attendre des fonds venus d'ailleurs, certains proposent de privilégier des partenariats productifs, des transferts technologiques ou des accords culturels équilibrés. L'enjeu? Construire des alliances solides où chaque nation garde sa voix et son autonomie. L'expérience du Maroc,
qui a développé une industrie automobile compétitive en s'alliant à des entreprises asiatiques, montre qu'il est possible de sortir du schéma de l'aide pour bâtir une économie solide. Ce précédent, pourtant, n'est pas sans péril. Dire non expose à l'isolement, à la stigmatisation, voire à la perte d'opportunités économiques. Mais si le refus s'enracine dans une vision claire, il peut devenir moteur d'alliances inédites, tisser des liens de solidarité fondés sur le respect, non la charité. En Amérique du Sud, le mouvement des pays du Mercosur, qui a refusé certains accords de libre-échange désavantageux, a permis de défendre les intérêts régionaux. C'est ce fil invisible qui relie aujourd'hui le Burkina Faso à la Jamaïque et au-delà, à toutes les sociétés du Sud en quête de leur propre chemin. La vraie question n'est plus combien vaut une excuse, mais quelle importance accorder à la liberté de choisir sa voie, même contre le regard du monde. L'écrivain nigérian Chinua Achebe disait « Jusqu'à ce que les lions aient leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. » Refuser, c'est commencer à écrire sa propre histoire. L'enjeu est immense, transformer la rupture en levier pour réinventer la coopération, ou laisser le symbole se dissoudre dans la routine diplomatique. À chaque peuple, à chaque génération, de saisir, ou non, ce tournant historique. Des forums citoyens s'organisent à Ouagadougou, où la question du refus est débattue dans les villages, les écoles, les marchés. La société civile s'empare du sujet. Doit-on continuer à tendre la main, ou doit-on apprendre à marcher seul? Mais ce nouvel horizon s'accompagne d'incertitudes. Comment bâtir des alternatives viables sans retomber dans d'autres formes de dépendance? La liberté ne s'octroie pas. Elle s'apprend, s'apprivoise et se forge, lentement, à travers des choix courageux, souvent inconfortables. Les Sud-Coréens, après la guerre, ont bâti leur industrie électronique en acceptant de faire des sacrifices, en investissant dans l'éducation et l'innovation locale. Tout commence par nommer la dépendance. Il faut l'identifier dans les budgets, les politiques, mais aussi dans les récits qui nous habitent. Tant qu'elle reste invisible, elle infiltre chaque décision, rend chaque don suspect et chaque excuse pesante d'un prix secret. Les sociétés africaines doivent repenser leur système éducatif pour intégrer l'histoire de la colonisation, de la résistance, de la souveraineté. C'est en comprenant le passé qu'on prépare l'avenir. Refuser le chèque n'est pas un simple geste symbolique. C'est l'ouverture d'un immense chantier collectif, celui de la reconquête de nos ressources, de l'or souterrain à la terre nourricière, de l'énergie qui éclaire nos nuits à la culture qui façonne nos pensées. Au Ghana, la valorisation du cacao local, la transformation sur place, a permis de créer des milliers d'emplois et de réduire la dépendance aux importations alimentaires. Personne ne construit la souveraineté en solitaire. Éveiller une conscience économique partagée devient vital. Il faut replacer l'autonomie au cœur de l'éducation, jusque dans les écoles, les universités, jusqu'aux repas familiaux. Ainsi, la nouvelle génération ne confondra plus jamais secours et soumission. À Dakar, des programmes de mentorat encouragent les jeunes à lancer des entreprises sociales, avec un financement local, pour répondre aux besoins de leur communauté. À l'échelle du continent, il s'agit de tisser des alliances d'égal à égal. Coopérer sans attendre la validation d'une puissance extérieure. Entre pays africains, avec la Caraïbe, ou au sein de la diaspora, chaque pont bâti sans permission est une victoire contre la dépendance. L'Union africaine peut jouer un rôle moteur en instaurant des mécanismes de solidarité interne et en promouvant les échanges intra-africains. Pour évaluer ce progrès, il faut inventer d'autres indicateurs, non pas de croissance, mais de dignité et de liberté concrète. Combien d'enfants grandissent sans devoir demander la permission d'exister? Combien de villages s'organisent sans attendre de l'aide lointaine, qui n'arrive jamais ou arrive trop tard? Le Bénin, en misant sur la microfinance locale, a permis à des milliers de femmes de développer des activités génératrices de revenus, renforçant ainsi leur autonomie. Refuser un chèque, c'est démarrer une refonte. Cela oblige à imaginer une économie basée sur le respect, la coopération et la contribution directe, au lieu de compter sur le rachat des blessures anciennes par des sommes spectaculaires mais stériles. La Côte d'Ivoire, après la crise de 2010,
à relancer son économie en mobilisant l'épargne nationale et en encourageant l'investissement des diasporas. Déjà, les effets sont palpables. Dans la société, la jeunesse observe et se dit « Si le Burkina Faso ose refuser, pourquoi pas nous ?» Au sein de la diaspora, le geste réveille fierté et responsabilité. La dépendance cesse d'être une fatalité. Le choix redevient possible. En France, des étudiants d'origine africaine créent des réseaux de soutien aux initiatives économiques locales, refusant l'assistanat pour privilégier la coopération. Bien sûr, chaque citoyen, chaque nation, risque de perdre le confort des compromis faciles. Mais, en se tenant debout, ils gagnent la capacité de décider, ensemble, en adultes, de leur propre histoire. C'est un pari risqué, mais c'est le seul qui permette, à long terme, de sortir du cercle vicieux de la dépendance et de la frustration. Reste à saisir l'essence de ce refus. Peut-il vraiment transformer le poids de la dépendance en feuille de route collective? Pour y parvenir, il faudra du courage, de la patience et une vision partagée. Mais l'histoire regorge d'exemples de peuples qui, ayant trouvé la force de dire non, ont ouvert la voie à une renaissance inattendue. Mais ce geste n'est qu'un début. Reste à voir comment il peut inspirer d'autres sociétés à réinventer leur rapport au monde. Déjà, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, des voix s'élèvent pour réclamer une coopération fondée sur l'équité et non sur la générosité conditionnelle. Ce n'est jamais la somme refusée qui compte, mais la liberté de pouvoir dire non. Par ce geste fondateur, Ibrahim Traoré rappelle que la dignité ne s'achète pas, ne se marchande pas et ne reçoit ni étiquette ni reçu. Son refus n'est pas un affront, mais un manifeste silencieux. La souveraineté ne se négocie pas contre des millions ou des excuses calibrées. Dire non à 600 millions de dollars, c'est refuser que la mémoire collective soit bradée. C'est rompre l'amalgame dangereux entre don et domination, entre réparation sincère et dépendance masquée. À travers ce non, une génération choisit de rester debout, même face au manque, plutôt que de s'agenouiller devant un chèque conditionnel. C'est un appel à tous ceux qui, de près ou de loin, se sentent concernés par l'avenir de leur peuple. Il est temps de redéfinir les règles du jeu. Ce qui se joue ici, c'est l'horizon de nos possibles. L'opportunité rare de ne plus jamais laisser autrui décider de la valeur de notre histoire. Refuser de l'argent, ce n'est pas rejeter la solidarité, mais inviter à la repenser. Ce geste oblige chacun, en Afrique comme en Caraïbes, à questionner le sens profond de la réparation et à réclamer une justice libérée de la honte et du marchandage. Car ce non n'écarte pas l'entraide, il appelle à une fraternité authentique. Il invite à inventer d'autres manières d'échanger, de grandir, hors du cercle du don intéressé et du pardon marchandé. La question demeure, pour chaque citoyen, chaque État. Que sommes-nous prêts à refuser pour rester libres? Que valent nos principes si nous n'osons plus poser de limites, même face à la tentation du gain facile? Derrière ce choix, germent de nouvelles alliances, forgées dans l'exigence d'égalité. Il y a la promesse d'une Afrique qui cesse de confondre aide et servitude et qui transforme sa vulnérabilité en force partagée. Voilà la véritable révolution. Oser inventer d'autres façons de réparer, de partager, sans jamais s'enfermer dans la dette ni dans une gratitude obligatoire. Ce refus nous concerne tous. Refuser d'être acheté, c'est aussi refuser de réduire autrui à un simple bénéficiaire ou à un client de la charité mondiale. Cette exigence commence dans nos écoles, nos familles, nos institutions. Dire non, c'est rouvrir l'espace de l'autonomie, réclamer le droit de se définir et de rêver ensemble, autrement. La prochaine fois qu'une somme colossale sera posée sur la table, souvenons-nous. La grandeur d'un peuple ne se mesure pas au montant accepté, mais à sa capacité de fixer la frontière entre ce qui s'offre et ce qui ne se négocie jamais. La dignité ne se solde ni ne se rembourse. Elle se défend, pour aujourd'hui comme pour demain.